Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment même, 4 mars 2026. La marine des États-Unis d'Amérique, avec un sous-marin à propulsion nucléaire, a lancé une torpille contre le navire amiral de la marine iranienne. La famille, vos likes, vos commentaires, c'est ça, Stratégie militaire. On commence. Stratégie militaire. La famille, bonsoir, bienvenue sur Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne d'information, d'actualité et de tout ce qu'il faut pour cette grande communauté et ces personnes formidables qui se réunissent ici chaque jour, chaque instant pour suivre ce qui se passe sur toutes les chaînes de mes amis. Merde histoire, merde entre guillemets, Vélo Martis, merde histoire et merde histoire. Merci Ariel Kanievski de m'avoir envoyé sa communauté, tout cela avec lui. Bon, je vais chauffer les moteurs pendant que vous arrivez tous, parce que je veux que vous voyiez le spectacle, ça ne se voit pas très souvent. Normalement, lorsqu'un navire des États-Unis arrive à la fin de sa vie utile, il est emmené au large ou dans une zone côtière, là où l'on souhaite construire une réserve naturelle sous-marine. Et il est utilisé comme cible d'essai pour tester des missiles anti-navires, tester des bombes de précision, tester des torpilles. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas un test. Aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est une véritable torpille. Exploser un navire. Ce n'est pas juste l'exploser, c'est le désintégrer, ce que vous allez voir aujourd'hui. C'est l'une des images les plus marquantes de l'histoire moderne. Comment ? Une torpille Mk46, c'est probablement une Mk46. Je n'étais pas là, mais je soupçonne que c'est une Mk46, c'est la torpille qu'ils utilisent. Les sous-marins américains, les submersibles, ont fait exploser le navire amiral de la marine iranienne, qui fuyait au Sri Lanka, attendant que la tempête passe. Qu'un sous-marin ait été envoyé là-bas, s'y trouvait ou le suivait. Depuis les exercices menés avec la Russie et la Chine en Inde il y a quelques semaines, ils sont ensuite descendus du Sri Lanka pour des visites et d'autres activités. Eh bien, ils ont pris une torpille. Ça ressemblait plus au Titanic dans le film qu'à une histoire réelle. Un torpillage, c'est comme ça qu'on pourrait le définir. J'aimerais envoyer le lien à mon frère Ariel Kanievski pour qu'il vienne ici parce que je veux qu'il voie ça avec nous, le spectacle qui a été monté. Mais nous avons aussi plus de vidéos et des géolocalisations. Información. Des informations importantes que nous devons donner. Nous avons le sujet du Liban, ce qui s'y passe, ce qui se passe là-bas. Nous savons par où passe Israël, nous pouvons déjà commencer à découvrir une partie de la carte des opérations. Et je veux dire quelque chose ici dans cette histoire qui attire beaucoup mon attention. Je vois des couvertures, des vidéos de gens, un peu, je ne regarde que 2-3 minutes, parce que je n'ai pas non plus le temps. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'avec seulement 5 jours de guerre, on parle déjà du fait qu'on n'atteint pas les objectifs, que l'Iran ne se rend pas, qu'il faut passer au plan B, que les États-Unis sont perdus, alors que ça ne fait que 5 jours de guerre. D'accord ? On a déjà fait plein d'émissions, plein de vidéos, et il se passe plein de choses. Je comprends ça. Et c'est normal. Beaucoup croient que 2 mois de guerre ont passé, alors que cela ne fait que 5 jours. Ça ne fait que commencer, comme pour un match. Mais pourquoi tant de précipitation ? Je veux dire, pourquoi les gens sont-ils si pressés en ce moment, à cet instant ? Pour que tout soit déjà résolu, que la guerre finisse. Je ne comprends pas, je ne saisis pas, on ne peut pas encore faire une analyse de quelque chose qui est en train de commencer en ce moment. On ne peut pas dire que les États-Unis n'atteignent pas leurs objectifs. Voyons, en 40 secondes, ils ont détruit tout le haut commandement militaire, encore une fois l'ayatollah. Avec cette réalisation d'objectifs, en 40 secondes, cela nous donnerait des semaines de guerre dans des conditions normales. Mais Israël n'est pas normal, c'est une machine
mortelle lorsqu'elle doit lancer des attaques de précision contre ses ennemis. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et maintenant, nous allons voir beaucoup de vidéos, beaucoup de choses. Des drones qui sont abattus en Iran, des drones américains et israéliens, il y a eu des destructions. Mais c'est que le Hezbollah a lancé aujourd'hui, eh bien, depuis ce matin ou hier, 343 roquettes ou aéronefs. Il y a une guerre ouverte en ce moment, et c'est une guerre importante, puissante, qui se déroule en ce moment même. Si certains ne veulent pas comprendre ou trouvent cela trop, qu'ils partent d'une semaine et reviennent voir ce qui se passe. Pour voir ce qui est en train de se passer. Les avions B-52 sont déjà arrivés. Comme nous l'avons dit, comme nous l'avons prédit, il y a une nouvelle attaque des États-Unis d'Amérique contre Pedro Sanchez. Et il a été dit en Espagne qu'ils mettent en danger la vie des soldats américains. C'est extrêmement grave, très grave, grave que l'Espagne, en fermant l'utilisation des bases, mette en danger la vie des Américains. Et le Qatar a déjà commencé à attaquer l'Iran. Il y a déjà des attaques. C'est-à-dire, il se passe toute une série de choses terribles et Saavedra, il y a eu des menaces de l'Iran, disant que si Israël fait quelque chose au Liban, ça va être terrible. Eh bien, nous allons le voir maintenant. Nous allons le voir maintenant. Je laisse entrer mon frère car je lui ai dit « Ariel, viens voir ». L'histoire du sous-marin, celle du submersible, plus le deuxième submersible, parce qu'il y avait déjà un submersible des États-Unis, et finalement il a fini dans l'eau. Un autre, en plus, un navire de surface. Ils l'ont envoyé au fond de la mer. Il doit être en train de tourner là-bas maintenant, en tenant compagnie à plus de 20 navires. Voilà, Ariel Kaninski. Je ne sais pas s'il m'entend, mais je ne l'entends pas. Allô, allô? Allô, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Oui, il est là, Jodio. Histoire. Qu'est-ce qui se passe? Stratégie militaire? Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Je ne me suis pas levé de la chaise, hein? Je ne me suis pas levé? Tu n'es pas allé aux toilettes? Non, non, en fait, maintenant, je vais te demander la permission. Prof, est-ce que je peux, dans un petit moment, me lever pour me servir un peu plus d'eau? Tu sais, c'est du purin, tu pourrais te servir du vin, hein? C'est vrai, c'est vrai. L'autre jour, on a ouvert la bouteille, mais on est resté modéré. Très modéré, la bouteille est encore là. Je devais conduire en plus. C'est exact ici. Responsabilité à 100%. Je vais partager mon écran maintenant que tu es là, tu passais par ici. Parce que je veux te montrer. Bon, maintenant nous allons le voir, le naufrage que nous allons voir tout de suite. La torpille qu'ils ont lancée contre le navire principal de la marine iranienne. C'est comme si tu prenais, je ne sais pas, ça faisait des semaines qu'ils répétaient, on va couler le porte-avions. Eh bien, ils se sont retrouvés sans le porte-drone qu'ils avaient, qui a même coulé. Le sous-marin de classe Kilo a été détruit dans le port de Bandar Abbas. Ils lui ont fait 2 trous et il a coulé, c'est-à-dire qu'il a fait un test d'immersion dans le port. Et maintenant, l'Iris Dena. L'Iris Dena, je vais d'abord te montrer une photo. Cela m'a rappelé le film Titanic. Ouais. C'est que pour moi, je le dis très sérieusement. Il y a une photo prise depuis le périscope. C'est dingue, c'est dingue. Regardez la photo. Et ça, on dirait que c'est de l'intelligence artificielle. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. 0. Un instant, parce qu'il y a eu plus de navires. Regarde. C'est bon. Mon Dieu, il coule. Tu te rappelles qu'on parlait hier de la bataille navale? Oui. Touché et coulé. Celui-ci était en train de s'échapper. Il ne s'échappait pas au Sri Lanka. Mais à 4000 km, c'est-à-dire, ce navire était parti avec la Russie et la Chine pour faire des exercices. D'accord. Il était là-bas. C'est-à-dire, il n'était pas en train de faire défection, il ne s'enfuyait pas. Non, il était là car il revenait d'Inde où il avait fait des exercices.
Continuons plus au sud du Sri Lanka pour voir ce qu'on y trouve. Si on trouve un endroit paisible, avec une bonne température, un bon climat, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un prédateur qui le suivait. Il y avait un sous-marin à propulsion nucléaire qui le suivait. C'est fou. C'est fou. Eh bien, attends de voir la vidéo et je vais expliquer quelque chose. Les torpillants ont deux façons de fonctionner. L'une est l'impact direct et l'autre est d'exploser sous le navire. Pour que les gens comprennent, qu'est-ce que ça fait? Quand elle explose sous le navire saute en l'air et quand il retombe, il se brise. Je ne vous dirai pas comment cela s'est passé cette fois. Je ne vais pas vous révéler comment ça s'est passé cette fois-ci, parce que vous allez le voir juste après. Mais au niveau de l'Iran, c'est vraiment de la folie. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver, et ce que tu as dit, enfin, ce dont nous avons parlé, je me suis trompé. Aujourd'hui, il n'allait pas à Athènes, le missile. Selon la Turquie, le missile qu'ils ont abattu, qui est entré dans leur espace aérien, a été lancé depuis l'Iran et a traversé l'Irak, la Syrie, et se dirige vers la base américaine qui se trouve près de la côte turque. Là, nous voyons des photos du missile. C'est une escalade totale avec la Turquie qui ne va pas pardonner cela à l'Iran et ils devront tôt ou tard faire face aux Turcs. Mais le Royaume-Uni a déjà changé de position après avoir passé pour de vrais lâches face à l'Iran. Pedro Sánchez sera isolé car le Royaume-Uni et la France vont désormais intervenir. Ils vont tous finir par intervenir, vous allez voir, ils vont tous vouloir intervenir, mais ils voudront intervenir seulement quand ce sera déjà fait. L'Iran est déjà sur le point de tomber pour qu'ils puissent aussi s'attribuer la médaille d'avoir libéré l'Iran ensemble, l'Iran de tomber. Bon. Mais ils sont déjà en train de le faire, hein? Ils sont déjà en train de le faire, ils se rendent déjà compte que c'est historique et ils veulent aussi avoir une place à la table. Macron veut déjà s'asseoir. Il veut déjà faire de grandes choses, comme il l'a dit à Donald Trump, mais Donald Trump ne veut pas d'eux. Donald Trump a dit qu'avec eux et avec Israël, c'est suffisant, que le reste regarde pour qu'il apprenne. C'était il y a quelques minutes, Téhéran. Ariel, un instant, je vais arrêter la vidéo. Mets-toi en sourdine et mets le son, s'il te plaît. S'il te plaît, mets le son. Vous entendez ça? C'est de la folie. Attends une seconde, je me mets en sourdine. Comment on fait ça? Moi, voyons, moi je me mets bien en sourdine. Je le veux, mais puis-je te mettre en sourdine? Ça y est, je suis en sourdine maintenant? C'est moi qui t'ai mis en sourdine. Ariel Kanievski, en sourdine, tout silencieux. Ah, tu es encore plus beau comme ça. Kanievski, écoute, ce n'est pas une tempête. C'est le rugissement du lion. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire plus de commentaires, ni de dire qui fait ça. C'est un B-52. Tu n'es plus en sourdine, Kanievski, bienvenue. Oui. Merci. Que penses-tu du son? Tu le trouves comment? Très bien, très joli. Tu penses que les décibels étaient bons? Que la combinaison? Esto es Me como. parece que sí. Les gens de Valence, c'est comme la mascleta, si ça marche bien. Mais ils disent qu'Israël ne gagne pas. C'est l'Iran qui gagne, qu'il gagne la guerre, qu'il cogne dur. Image de boucher drone Predator des États-Unis d'Amérique. Ils ont sûrement pris ça avec un S25, un très bon téléphone portable. Il a un zoom spectaculaire, vous voyez ça.
Un prédateur qui tourne autour de bouchées. Il a déjà vu quelque chose? Au revoir. On continue à faire le décompte des pertes, hein? Israël F-35 à des kilomètres de là où ils ne peuvent pas le voir, un lanceur qui était chargé avec un missile. C'est génial comment ils floutent pour qu'on ne voit pas les informations. De première main. Et maintenant, tu vas voir. Au revoir. C'est énorme. Super génial, hein? C'est terrible la précision avec laquelle ils touchent ces gens. Bon, une mosaïque. Ensuite, on mettra de la musique, ça ressemble à un jeu vidéo. Eh bien, Trump a dit, moi, l'autre jour, il a dit, bah, ils ont dit que j'allais vite m'ennuyer, mais en vérité, je ne m'ennuie pas du tout. Il doit être comme un enfant en ce moment, mec. Bien sûr, Il s'amuse énormément. Imagine-le là, au centre de la salle de contrôle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en train de voir comment les choses se passent. Les gens lui expliquent tout. Ça doit être fou, non? eh bien, alors prépare-toi à ce missile chargé. C'est un missile à courte portée. 1, 2, 3, 4. Au fait, qu'est-ce que c'est? C'est un missile anti-aérien. C'est un missile anti-aérien, pour informer les gens. C'est énorme, c'est dévastateur, dévastateur, dévastateur. Moi, peu importe comment tu veux le prendre, ou comment les gens veulent le prendre ou le voir. C'est énorme. La capacité et le déploiement tactique que les États-Unis ont, et surtout Israël, Israël porte le poids des opérations. La confiance de Donald Trump en Israël est énorme. Si. Regarde, cet après-midi même, les F-16 avec leur configuration munitions guidées de précision JDAM, réservoir de carburant supplémentaire. Ce que tu vois là en dessous, le réservoir, c'est du carburant. Les bombes sont accrochées sous les ailes, donc ils entrent déjà calmement avec les F-16 pour bombarder. D'habitude, ils prennent dans les F-15 pour leur capacité de charge, mais désormais les F-16 suffisent. Pour aller là-bas et larguer 2 JDAM par avion ou 3 JDAM par avion, c'est une domination totale, complète de tout. Regarde, ce navire-là qu'on voyait par là, ce Frankenstein-là. Ils disaient que c'était un de ces navires d'attaque super rapides, qu'il allait couler le porte-avions, que ce navire allait couler le porte-avions. Ils lui ont tiré dessus. Je crois que c'était un ou deux, je crois que c'était 2 missiles. Je crois que c'était des missiles ou des drones. J'attends la vidéo. Mais le Frankenstein, ils l'ont incendié en flammes. C'est-à-dire, il est... Regardez ça, hein. C'est fou ces types qui disaient « Bon, et ici sur le net, sur YouTube, il y a des émissions de gens qui disent que oui, qu'ils allaient couler le porte-avions, que l'Abraham Lincoln allait être envoyé au fond de la mer, qu'il était déjà en feu, qu'il l'avait touché. » C'est de la folie, Ariel. C'est une véritable folie. Nous en sommes au 5e jour, et les gens disent déjà partout que c'est un échec. Que c'est un échec l'opération, mais un échec. Où ça? Au fait, il faut dire quelque chose. Le Hezbollah a utilisé pour la première fois des munitions à fragmentation. Voilà. C'est grave. C'est grave. Voici la photo. Si quelqu'un tombe sur ce type d'engin au sol, il faut s'éloigner doucement, sans faire de bruit, sans provoquer de vibration. C'est important, ça.
très doucement. Appelez la police pour qu'elle prenne en charge l'opération et ne laissez personne s'approcher, que personne ne le touche. Une vibration peut le faire exploser et c'est létal, très très létal, Pourquoi ça n'explose pas à sa sortie? parce que parfois, il ne frappe pas comme il devrait, ou il tombe sur un terrain mou et il reste là. Il a un petit parachute, si tu regardes bien. La partie arrière est un petit parachute pour l'aider à tomber sur cette même zone ou se déployer sur une zone. D'accord. Bon, alors ça, faites très attention à ça. Parce que c'est très dangereux, ça peut faire énormément de mal. Les gens doivent en prendre conscience. Ce n'est pas une plaisanterie. Nous continuons avec Téhéran. Nous avons vu la première explosion, puis la suite de l'explosion. Regarde bien, fais attention à ce que tu vas voir. C'est une pluie complète, Téhéran est complètement en flammes. 24 heures sur 24. En plus, regarde. C'est de la folie. Au fait, tu te souviens qu'on parlait de la vidéo? Du sujet des écoles, celui où le régime a décidé que les écoles sont l'endroit où se cacher. Ils savent que les États-Unis et Israël n'attaqueront pas pour l'instant les écoles et hôpitaux à cet endroit. Je n'ai aucun doute que dans les prochaines heures, les États-Unis et Israël vont donner l'ordre. Que ça se termine. L'année scolaire en Iran se termine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'ils vont donner l'ordre que les civils soient montés d'évacuer de toutes les écoles? D'accord, ils donneront sûrement un délai de 48 heures ou de 24 heures, et à partir de là, ce que nous voyons va devenir un objectif militaire. Tu dis ça parce que tu penses que c'est ce qui va se passer ou parce que tu as des informations de quelque part? Eh bien, je devrais répondre. Peut-être. Savons-nous quelque chose? Une seconde. Une seconde, qu'on nettoie un peu tout ça. Cet endroit que nous voyons, qui n'est pas Téhéran, est très en dehors de Téhéran. C'est ce... géolocalisé. C'est la fontaine centrale que l'on peut voir dans la vidéo. En fait, je vais mettre la vidéo pour que les gens puissent la voir, pour que les gens voient qu'ici, on ne bluffe pas. De quoi il s'agit? Cette histoire, on va la voir par ici. La voilà. Ça, c'est la source. Je vais l'indiquer là. Voilà, on s'arrête là. Voilà la source. C'est le même endroit. La vidéo a été enregistrée depuis ce bâtiment. Désolé pour celui qui a filmé la vidéo, qui l'évacue tant qu'il le peut. Ce bâtiment qui est une école, mais qui est utilisé par les gardiens de la Révolution, même si c'est une école, mais il est utilisé par la garde révolutionnaire. En fait, ceci est une image de novembre 2025. Eh bien, donc ce bâtiment ici va subir une rénovation. Il va la subir. Parce que le régime, maintenant, ce qu'il fait, c'est utiliser ce type de structure pour s'y installer, s'y réfugier. Ils utilisent des hôpitaux, des écoles, et si on n'attaque pas ce type de bâtiment où il n'y a déjà plus d'enfants, maintenant la question est, vont-ils laisser sortir les enfants?
Le régime iranien va-t-il cesser d'utiliser des boucliers humains? Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer ici? Quoi? Je ne sais pas, Anna, parce qu'il faut penser qu'on parle avec une théocratie qui a appris au Hamas, au Hezbollah et au djihad islamique comment opérer, comment agir. Ils leur ont appris comment utiliser des boucliers humains, comment attaquer depuis des hôpitaux, comment attaquer depuis des écoles, comment empêcher l'évacuation des gens. Quand Israël leur demande, s'il vous plaît, de partir pour s'éloigner du danger, comment rationner les tirs? Ce que nous voyons maintenant de l'Iran, qu'il tire 2 par 2, 1 par 1, toutes les 3 ou 4 heures, c'est ce que l'Iran a appris au Hamas et au djihad islamique. Et il l'applique maintenant. Alors, je ne sais pas. Là, d'un autre côté, l'Iran est un État, c'est un pays. Le Hamas est une organisation terroriste, mais d'un autre côté, l'Iran est celui qui finançait cette organisation terroriste. Witkoff a dit plutôt qu'il était plus facile de négocier avec le Hamas qu'avec l'Iran. Je ne sais pas si tu l'as vu. Parce que rappelons-nous que Witkoff, bien sûr, Witkoff, c'est aussi lui qui a négocié avec le Hamas avant le retour des otages. Pour débuter la phase 1 et la phase 2, tout ce qui se produit ou non actuellement, mais Witkoff a dit que cela lui avait semblé plus facile, que les terroristes du Hamas étaient beaucoup plus flexibles que le gouvernement iranien. Alors, je ne sais pas moi. À ce stade, je dis toujours que rien ne me surprend et qu'il est ridicule de continuer à être surpris par la façon de penser de ces personnes. C'est inévitable, on ne peut s'empêcher d'être surpris. On pense d'une certaine façon avec nos valeurs et notre éducation occidentale. Je ne sais pas si le gouvernement devient suicidaire. J'ignore ses limites, je pense qu'il peut tout faire. Bon, on va voir. Nous avons vu qu'ils ont été capables, officiellement selon Donald Trump, de tuer 30 000 personnes, plus de 30 000 personnes en 2 jours. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, hier, Mohsen a dit 40 000 et 40 000 et il y a encore des personnes disparues, apparemment. Il y a des personnes disparues, des gens qui ne réapparaîtront pas, des gens qui sont encore emprisonnés. Ils continuent d'exécuter des gens. Il faut aussi le comprendre, il faut que ce soit très clair. Ils sont en train d'exécuter des gens. Les gouvernements occidentaux préfèrent se taire pour éviter une hausse du carburant et préserver leurs recettes fiscales. Regarde ce détail. Bon, vidéo que nous avons ici, toutes les vidéos de la quantité de drones prêts à être lancés, ils sortent du bunker, ils les installent. Évidemment, ils ont été détruits. De manière immédiate, dans des endroits. Cet endroit me semble familier à cause d'une image vue cet après-midi. J'irai vérifier plus tard. Moi tout seul, tranquillement, dans le travail qui se fait en coulisses des stratégies militaires. Les États-Unis reconnaissent l'utilisation pour la première fois d'une arme de précision qui peut atteindre plus de 500 km de distance. Par conséquent, il a fallu lancer depuis près de la frontière en Irak, ou il a fallu le lancer depuis le Golfe Persique, depuis l'un des pays qui se trouve là-bas. Nous parlons du PRSM, qu'est-ce que c'est? C'est un missile sol-sol que nous allons voir ici, lancé depuis la même plateforme que celle utilisée pour lancer les attaques MS, ces fameux missiles en Ukraine. Eh bien, ce que nous voyons ici, c'est l'évolution de l'évolution. Et maintenant, vous allez voir la vidéo complète de comment fonctionne cette arme, une arme dévastatrice qui est en train de bouleverser complètement les capacités de l'Iran. Là-bas, partout où elle passe, nous allons le voir. Fabriqué par Lockheed Martin. C'est incroyable ce missile, Ariel. Il peut surpasser les défenses anti-aériennes, il est conçu pour détruire les défenses anti-aériennes, il est fait pour pratiquement tout faire sauter. Il peut aussi être lancé, même depuis les airs. Je crois, je ne sais pas, mais je l'ai vu du sol et des airs. On peut le guider en vol. Que c'est là une autre des grandes qualités de cet engin et qu'il est utilisé pour percer les défenses anti-aériennes, par exemple un système S-300 russe. Ceci est une reconstitution par ordinateur, avec différents points, différents waypoints.
Et ici, nous voyons la barrière de défense antiaérienne qui existe pour le F-35, qu'il ne peut pas entrer directement pour attaquer là, mais qu'il envoie le signal à une batterie qui se trouve là-bas. C'est-à-dire d'abord au centre de commandement, ensuite à la batterie d'artillerie, puis au bataillon des HIMARS. Et le PRSM est se lancer. Que le nom de l'engin, vous allez voir lequel c'est maintenant. Je vais accélérer la vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Il a 2 missiles par conteneur, c'est une sorte de missile balistique, mais en plus petit, mais avec des capacités destructrices totales. Tête de perforation, tête de fragmentation. Il peut transporter différents types de munitions, il est guidé par GPS avec filtrage. Pour éviter l'efficacité de la guerre électronique, je vais vous montrer une photo qui a été prise à l'intérieur de Terra. On lance ça, c'était lors du test, maintenant c'est déjà opérationnel. On lance cette arme et maintenant vous allez voir ce qui se passe. L'arme, qui est quasi balistique, monte à une très grande altitude, atteint une vitesse énorme et elle est conçue pour survivre. L'une attaque l'objectif principal et l'autre va s'en prendre au système de défense antiaérienne. Et que fait cette ogive ? Lorsqu'elle touche le sol, elle libère une multitude de billes de tungstène qui explosent. Tout ce qu'il y a autour, tu le vois, c'est un nuage de shrapnel qui rend tous les systèmes inutilisables. Eh bien, le CENTCOM a confirmé l'utilisation de cette arme pour la première fois dans un véritable scénario de combat, et en plus, il l'a fait de façon spectaculaire. Pendant la Grande Guerre, je t'avais dit que ce serait la guerre des essais. Les armes n'avaient jamais été testées auparavant. D'accord. Eh bien, en voilà une d'entre elles. C'est l'une des armes qui a été testée en ce moment, et c'est logique. Missile de frappe de précision. Précision totale, avec une portée incroyable, eh bien, la voilà. Nouvelle arme. Bien, voyons cela. Plus de vidéos de ce qui s'est passé. Bon, nous avons la vidéo. Regarde. Regarde, Ariel. Ceci est de la compilation des photos, en attendant la vidéo complète. Ce Frankenstein-là, ce truc flottant avec des missiles navals, avec des missiles anti-aériens, ils l'ont frappé de tous les côtés. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils l'ont coulé. Ils se sont retrouvés sans bateau, mais ce n'est pas celui que nous verrons. Attention, nous avons encore la vidéo du bateau qu'ils ont envoyé au fond de la mer. Plus d'images, plus de ce que nous voyons là. Plus de destruction. C'est partout. L'Iran, on n'a même plus le temps de géolocaliser, de dire c'est ici, c'est là, c'est ici, c'est ici. On n'a pas le temps. Maintenant que l'Iran frappe aussi ses pays voisins, qu'il frappe Dubaï, le Qatar, Oman, le Koweït, il frappe tout le monde. Les Qataris ont déjà publié des communiqués condamnant les attaques et disant qu'ils vont s'unir pour les attaquer. Bon, voyons maintenant la situation au Liban. Ça va t'intéresser et en plus il y a beaucoup de questions qu'on se pose ici à ce sujet. Où se trouve Israël en ce moment ? Cela a déjà été publié ? Nous ne mettons en danger aucune opération militaire. Il y a déjà des images confirmées et géolocalisées. J'ai attendu le temps nécessaire avant de les publier ou d'en parler. Je répète, personne n'est mis en danger et ce qu'Israël fait, c'est rouvrir la zone de sécurité depuis Metula. Cette zone que nous voyons ici, qui est le point le plus au nord, la zone de la vallée qui entoure ou qui donne accès à la vallée de la Bekaa, pousse vers le nord, directement vers ici, vers cette localité. Kiam, la zone de Kiam. Je veux dire quelque chose. La base espagnole des soldats espagnols de la Finule est ici, à quelques mètres. La distance en ce moment entre l'endroit où se trouve Israël et la base espagnole est de 5 km. Quel président ? Ministère espagnol de la Défense. Gouvernement, retirez les troupes espagnoles d'une zone de guerre, s'il vous plaît. Je répète, retirez les troupes espagnoles d'une zone de guerre.
Je me souviens que lors de la guerre précédente au Liban, des soldats espagnols regardaient Estrategias Militar pour savoir ce qui se passait et où se trouvaient les chars israéliens et les troupes du Hezbollah, enfermés dans un bunker sans pouvoir en sortir. Ce sont les mêmes soldats qui m'ont raconté qu'ils entendaient des bruits sous terre pendant les nuits. S'il vous plaît, faites sortir les soldats avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne voulons voir aucune erreur de calcul de la part de qui que ce soit. S'il vous plaît, merci, c'est la base espagnole. Et en plus, sans offenser personne, ils ne servent à rien. Merci. Bien sûr, leur mission est de maintenir la paix, non de l'imposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas l'autorisation d'intervenir. Combat avec Hezbollah. S'ils rencontrent une patrouille du Hezbollah ou une présence du Hezbollah, ils doivent appeler l'armée libanaise. Mais ils ne peuvent pas ouvrir le feu contre le Hezbollah. Merci. Et l'armée libanaise est partie? C'est ça. Elle n'est plus là, elle est partie. Alors, ça n'a pas de sens que nos troupes, les troupes espagnoles, Ariel est aussi espagnol, en plus d'israélien, soit là, soit là. Ça n'a aucun sens. Merci, ils sont en ce moment. Israël de la base à 5 km. S'il vous plaît, récupérez-les avant qu'il ne soit trop tard. Comment ça se passe au Liban? Tyr a été attaqué aujourd'hui, Beyrouth est attaqué. Beaucoup de choses se passent aussi au Liban. Et pour la première fois, les attaques du Hezbollah sont coordonnées avec celles de l'Iran. Explique ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'histoire des missiles. Parce que tu vas très bien l'expliquer, tu maîtrises le sujet des armes. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est ça? Le Hezbollah est entré en guerre il y a 2 jours. Il a commis une erreur stratégique, mais il était évident qu'il allait commettre l'une des 2 erreurs, c'est-à-dire soit ne pas entrer en guerre, soit entrer en guerre. Les 2 scénarios étaient une erreur pour le Hezbollah. S'il entrait en guerre, il se suicidait d'une façon. S'il n'y entrait pas, il se suicidait autrement. Pourquoi? Parce que l'Iran allait tomber à cause de son gouvernement des ayatollahs et donc ses proxys allaient cesser d'être pertinents. Il a décidé d'attaquer et a commencé à attaquer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, cela a commencé un peu hier, mais surtout pendant la journée d'aujourd'hui, l'Iran a attaqué, l'Iran lance des missiles. Toutes les 2, 3, 4 heures, il lance des missiles sur le territoire israélien. 1, 2, 3, pas plus que ça. Et chaque fois que l'Iran lance un missile, chaque fois que le missile décolle du territoire iranien, nous, les Israéliens, recevons une alerte sur notre téléphone qui nous dit « Nous venons de détecter un lancement depuis l'Iran. Rapprochez-vous de l'abri, nous n'avons pas besoin d'entrer dans l'abri, nous devons juste nous en approcher. » Et donc, mentalement, psychologiquement, nous savons déjà que c'est possible. Que là où nous sommes dans les prochaines minutes, 7, 8 minutes, 10 parfois, cela dépend d'où il tire le missile, la sirène retentit. Qu'est-ce qu'il fait? Le Hezbollah? Le Hezbollah profite des moments où l'Iran attaque pour attaquer aussi en parallèle. Maintenant, cela, surtout pour les gens du Nord, c'est très dangereux. Qu'ils soient attaqués par l'Iran, c'est aussi dangereux. Mais nous avons un système d'alerte précoce qui nous avertit qu'il est possible que la sirène retentisse. Quand le Hezbollah attaque comme il attaque d'à côté, nous n'avons pas le temps que nous avons d'habitude. Comme quand l'Iran tire pour que l'armée nous prévienne. Donc, sans préavis, la sirène retentit. Le Hezbollah s'en est rendu compte et en profite. Chaque fois que l'Iran lance, ils lancent leurs missiles soit en même temps, soit après pour lancer les leurs. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est super dangereux? D'abord, ce sont des attaques combinées et une attaque combinée est toujours dangereuse. Deuxièmement, parce que le commandement du front intérieur, supposons que nous sommes à Tel Aviv ou à Haïfa, nous avertit que l'Iran lance des missiles. Je vais évoquer une situation hypothétique déjà arrivée et pouvant se reproduire. À ce moment-là, le citoyen qui se trouve à Tel Aviv ou à Haïfa se dit « Dans 7 minutes, des missiles vont peut-être tomber et la sirène va retentir. » La sirène retentit. Cette personne entre dans l'abri et n'en sort que lorsqu'elle reçoit un message du commandement du front intérieur l'autorisant à sortir. Et au moment où elle sort du abri, la sirène retentit à nouveau. Pourquoi? C'est le Hezbollah qui attaque et lorsqu'il le fait, il n'y a aucun avertissement. Le Hezbollah s'en est rendu compte et par conséquent, il attaque de manière générale en même temps qu'une attaque de l'Iran.
Ils se sont rendus compte qu'ainsi, ils pouvaient maximiser les victimes, mais pour l'instant, heureusement, aujourd'hui, nous n'avons à déplorer aucun mort ni aucun blessé grave à cause de l'impact d'un missile. Il y a eu un accident sur une autoroute lié à la sirène, mais ce n'était pas à cause d'un missile. Et donc, c'est très, très dangereux, surtout pour les habitants de Tel Aviv. Le Hezbollah attaque Tel Aviv, et surtout pour les gens du Nord, car le Hezbollah attaque le Nord 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je me demande, est-ce une attaque combinée? Est-ce sûr? Est-ce évident? Cela s'est déjà produit. 3 ou 4 fois, il n'y a aucun doute que ce n'est pas une coïncidence. Cela ne peut pas être une coïncidence. À ma question, pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse, parce qu'il n'y a pas de réponse. Ceux qui doivent donner cette réponse disent qu'ils ne savent pas s'ils se coordonnent parce qu'ils s'appellent au téléphone et leur disent « Et on va attaquer maintenant, préparez-vous » ou bien est-ce simplement que le Hezbollah voit que l'Iran attaque et ensuite ils attaquent tous aussi? Les deux options sont possibles. Eh bien, il y a une réponse. Il y a une réponse, parce que bien sûr, ça revient au même. Il y a une réponse, mais ça reste tout aussi dangereux. Et les effets sont les mêmes. Le seul endroit actuellement au Liban où le Hezbollah peut communiquer avec l'Iran, avec des équipements de transmission, de satellites ou de téléphonie, c'est l'ambassade d'Iran au Liban. Cet après-midi, j'ai dit, bon, si nous sommes en guerre contre l'Iran, si nous sommes en guerre pour renverser le régime, pourquoi Israël ne fait-il pas exploser l'ambassade d'Iran au Liban? J'y ai pensé. Cet après-midi, en marchant pour me changer les idées, même si je n'y parviens jamais. Je me dis, s'ils se coordonnent, s'ils ont sur le toit de l'immeuble, qui est celui-ci, c'est l'immeuble de l'ambassade de la République islamique d'Iran au Liban. S'ils ont des antennes de communication par satellite qui sont là, juste à cet endroit-là, s'ils l'ont, pourquoi ne le détruisent-ils pas? Pourquoi ne la font-ils pas tomber? Bien. Pourquoi est-ce que je dis que c'est le seul endroit? Parce qu'Israël peut repérer avec ses drones d'où proviennent toutes sortes de communications radio, même celles des téléphones satellites. Israël n'attaque pas cet endroit car il sait que c'est une ambassade et ne peut donc pas l'attaquer. Mais au cas où il lui viendrait à l'idée d'attaquer, il lui a déjà dit: cet être sinistre, le porte-parole des forces armées iraniennes, que si l'ambassade d'Iran au Liban est attaquée, les ambassades israéliennes dans le monde entier deviendront des cibles légitimes. Autrement dit, il a menacé de commettre des attentats terroristes contre les ambassades, alors qu'il bombardait déjà des ambassades au Moyen-Orient depuis 24 à 48 heures. Tu te rends compte? Je ne m'en rends pas compte, Estratégias. J'ai un titre que tous les médias israéliens diffusent, qui va au moins te faire sourire un peu. Voyons. Une seconde. Gros titre, nous avons une info de dernière minute. Ariel Kanievski, en ce moment de Judio Historia dans Estrategias Militar, nous apporte un gros titre. Et en plus, je le traduis tel quel, je le traduis comme c'est écrit ici. La grande réédition de points. La porte-parole de la Maison-Blanche confirme que le gouvernement espagnol accepte de collaborer avec les États-Unis après les menaces de Trump. Comment? Je répète. Où est-ce que c'est? Je répète, dans les médias israéliens, dans tous. Peter. Mais regarde comment ils l'écrivent. En plus, la grande réédition 2 points. La porte-parole de la Maison-Blanche confirme que le gouvernement espagnol accepte de collaborer avec les États-Unis après les menaces de Trump. Quoi, qu'est-ce que tu aimes? L'ayatollah Peter? Oui. Le Royaume-Uni a annoncé qu'il prêterait enfin ses bases. Maintenant, Peter n'a plus peur qu'on lance des missiles contre Majorque, Alicante, Valence, Barcelone. Quoi? Quoi? Je vois des gens rire dans le chat. Je pense que Peter a sûrement vu notre émission d'aujourd'hui, c'est sûr. Je pense que ça a vraiment vexé Peter Ier, l'ayatollah, le premier d'Espagne.
Mais ça lui a duré combien de temps? Ça lui a duré moins de 10 heures, moins de 12 heures. Alors, mec, nos émissions sont efficaces, non? C'est terrible, hein? C'était à mourir de rire pour ceux qui n'avaient pas vu l'émission précédente et l'ignoraient. Je l'ai montré. Je veux dire, je l'ai dit, mais à la légère. Lo he puesto. Je l'ai bien secoué aujourd'hui, Peter. Hein. C'est le jour où je l'ai le plus secoué, et de loin par rapport à tous les autres. Au fait, il y en avait plus. Il avait déjà des photos d'Alvarez prêtes avec l'ayatollah. Il avait déjà des photos prêtes pour continuer à frapper encore et encore. Écoute, je ne me mêle plus de la politique intérieure de l'Espagne depuis longtemps. Concrètement, depuis le 7 octobre, je ne me mêle pas de ce bourbier. Au fait, Mais Ariel Kanievski quitte le navire. n'est-ce pas? Ça ne me surprend pas que Pedro Sanchez change d'avis. Tu es d'accord? Enfin, je ne... Bon, Il fait ça, tu vois. Il le fait tous les jours. tu es d'accord avec cette perception que j'ai du président de ton pays? C'est que, bien sûr, voyons, non. Mais toi aussi, tu es espagnol, hein? Moi, je suis israélien. Oui, tu as un passeport espagnol? J'ai beaucoup de passeports. Bon, ça y est. On y est, on y est, on y est, on y est. Bon, ça y est. C'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Bientôt, j'aurai le passeport israélien. Il n'y a pas de problème. Amen, amen, amen. Bon, voyons voir. No, que la gente está ¿Sabes? preguntando. Tu sais ce qui s'est passé ici? C'est que le secrétaire au Trésor des États-Unis a dit que l'Espagne mettait en danger la vie des Américains. Et là, ce sont des mots très forts. Les gens demandent si c'est une blague, mais non. Non, non, c'est réel. Ce n'est pas une blague. Reddition de Peter. Bon, j'ai la vidéo. Que j'ai, la vidéo, De quoi? Du porte-parole de la Maison-Blanche? mais de la blondasse. Mets-le! Allons-y, allons-y, allons-y tout de suite. Attention. Nous avons la vidéo de la reddition de Peter, la capitulation de Grenade. Je ne sais pas si Peter a eu une crise cardiaque aujourd'hui. Quand il a entendu ce qu'on lui a mis, ça a été dévastateur. Et stratégias. Aujourd'hui, ce n'était pas moi, mais un autre. Mon Dieu. Peter se rend. Nous allons le voir maintenant. Nous allons mettre la musique de Peter. De la musique de Peter? Pedro Sánchez hier. Mero. De la Landaluz. Le sultan. Le Parti socialiste devient le vassal du président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump. L'Espagne est maintenant une taïfa qui rend hommage aux États-Unis. Quelle tragédie après 24 heures de crise internationale. Eh, la barbe ne lui va pas mal, hein? Tu rates à la musique, mec? Je le regarderai plus tard, je le regarderai plus tard. C'est incroyable. Je vais me mettre en sourdine. Attends voir. On met Kanievski en sourdine, on met Kanievski en sourdine. La famille, on est en direct, sur stratégie militaire. Peter se rend, Peter baisse la tête, il se met à quatre pattes et quelqu'un le promène dans la Moncloa. Quelqu'un l'a appelé et lui a dit « Tu es idiot et tu vas nous ruiner. » Le turban de Peter n'a pas duré longtemps. Et il a mis la casquette MAGA. Allons voir ça. Bonne musique, hein? Il a son rythme, hein? Bien, passons à la vidéo.
Kanyeski, une seconde, je vais réactiver ton micro. Comment t'as fait avec ChatGPT? Quoi? Quoi, moi je ne raconte pas mes affaires. Comment le rythme a-t-il accéléré? ChatGPT ne te laisse pas le faire? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais je vais te raconter quelque chose. ChatGPT ne le permet pas, mais moi je l'ai fait. Bon, ça y est, allez, on y va. Combien de personnes sommes-nous ici? J'ai déjà perdu le compte. 37 000 personnes pour voir la débâcle de Pedro Sanchez. Pour les likes, on en est où? On avance avec les likes? Je ne sais pas. 38 000 personnes. 11 000 likes, il nous manque beaucoup de likes. Non, 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 ça ne va pas. 37 000 personnes et il nous manque des likes. Vous voulez voir Pedro Sanchez? Voyons. Je n'ai pas entendu ça. Ils viennent juste de le publier à l'instant. Right now. Eh bien, lors de cette même conférence de presse, on lui demande aussi à propos de la fameuse école. Des 57 enfants, non? 251 filles. 120, 200, 1 million de filles à l'école. Ha ha ha. Elle répond que non, que les États-Unis n'ont pas attaqué car Israël a déjà démenti. Il la questionne. Dans cette même interview, tu verras sûrement un extrait. Et elle a aussi dit que non, que les États-Unis n'ont pas attaqué là-bas. Non, ce n'était ni une attaque israélienne, ni américaine. Mais Peter a dit que si. Bon, écoutons ça. Allez, vas-y. Et La famille, en direct dans Stratégie Militaires avec Judio. Histoire. Nous ouvrons les objectifs de Super Chat. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Programme épique aujourd'hui, encore une fois. Si vous voulez aider la chaîne avec vos Super Chat, merci beaucoup. Vraiment, si vous voulez collaborer de manière plus étroite avec nous, parce que vous aimez le contenu, pour que nous puissions effectivement financer ce voyage que nous faisons ici en Israël. Première sortie cet après-midi pour me promener. Nous ne sommes pas en vacances, mais ici pour travailler. Non, mais demain, on doit sortir manger un shawarma, non? Tu crois que celui qu'on aime tous les deux ouvre demain? Merci. Non. Je ne crois pas. Ne t'inquiète pas, il y en a plus. paypal.me/estrategiamilitar, notre PayPal, a aussi les super chats, au cas où vous voudriez contribuer. La reddition de Peter? Je pense qu'ils ont entendu le message du président hier, fort et clair, et d'après ce que j'ai compris au cours des dernières heures, ils ont accepté de coopérer avec l'armée américaine, et donc je sais que l'armée américaine se coordonne avec ses homologues en Espagne, mais le président s'attend à ce que tous. Mon Dieu. Mon Dieu, Je n'entends rien. hein? Coupe ton micro, s'il te plaît. Je te coupe, je te coupe, je te coupe. Kanievski, Kanievski, coupé, Kanievski. Seigneur Dieu, Respect à l'Espagne. il dit. Revenons au sujet de l'Espagne. Je pense qu'ils ont entendu le président. Il dit, je crois qu'ils ont entendu le président, Le message d'hier de la présidente, le message d'hier du président. 5 sur 5, 5 sur 5. dit-il. Et d'après ce que je comprends, Ces dernières heures, au cours des dernières heures, ils ont accepté de coopérer ils ont accepté de coopérer avec les États-Unis. avec l'armée américaine. Avec l'armée américaine, Donc je sais que l'armée américaine est il dit, avec ce que nous savons maintenant. qu'elle coordonne avec ses homologues espagnols. Les militaires américains sont en train de se coordonner en ce moment avec leurs homologues espagnols. Leur homologue espagnol, President expects all of our European allies il dit ce que le président attend de tous ses alliés européens. bien sûr coopérer, Bien sûr coopérer. mission très convoitée, pas seulement par les États-Unis, Il dit c'est une mission importante, pas seulement pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe, mais aussi pour l'Europe. pour écraser le régime iranien voyou, De faire tomber le régime iranien, ne menace pas seulement l'Amérique, mais aussi il dit. Encore une fois, ce n'est pas seulement une affaire de l'Amérique. Ce n'est pas seulement une menace pour l'Amérique, c'est aussi une menace pour l'Europe. en ce qui concerne les prix du pétrole et l'économie ici, chez nous, Mon Dieu, rendons la parole à Ariel Kanievski. Kanievski, réactive ton micro, mon pote. Ils ont remis le gauchiste sur le droit chemin.
Ils ont redressé le gauchiste. Oui, on entend. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On change le titre de l'émission. Attends, bah non, c'est bon, non, maintenant, oui. Il faut d'abord examiner l'histoire du sous-marin. D'abord, il faut examiner le sujet du sous-marin. Et c'est que nous n'avons pas encore vu le meilleur, hein? Mais c'est que ce scoop, non. Ne change pas le titre de l'émission, ne le change pas. Peter, écoute, le turban lui va bien, les choses, je veux dire... La barbe lui va bien. La barbe lui va bien. Oui, ce qui se passe, c'est que maintenant, comme il est tellement rasé, il se fait injecter du botox à fond et... Ils sont en train de bousiller Peter. Eh bien, vous l'avez vu, l'Espagne collabore. Nous ne savons pas si elle va payer les 5% à l'OTAN ou pas. Je crois que non, que ça ne va pas arriver, qu'elle ne va pas payer. Mais. Il semble que maintenant, les avions vont effectivement passer par là. Peut-être les bombardiers B-52, pour commencer, juste pour commencer. Eh bien, Kanievski, ça va aller? 2 membres de la Katiba du Hezbollah en Irak ont été défenestrés par un drone. On ignore s'il s'agissait du leur ou d'un autre drone. Sont-ils passés ici si c'était un tel drone américain? Nous avons la vidéo, La voilà, non? De nombreuses sirènes, de la fumée et du feu. Il s'est passé quelque chose là-bas, et ce n'est pas bon. Quelque chose de mauvais s'est passé là-bas. Tabriz en Iran, en ce moment en flamme. Mariban en Iran, en ce moment en flamme, en ce moment. Bon, on en a une autre. Les B-52 se préparent ce soir. Ce soir, les B-52 sont déchaînés. Attention, la famille. Avec ça... Moment B-52 en ce moment ici dans Stratégie militaire. 9h du soir. 9h du soir. Il se déchaîne. Un instant, ce n'est pas la vidéo que nous avions vue auparavant, ce n'est pas celle-là. Je veux la passer. Une seconde, la famille. Une seconde. D'accord, il faut la mettre directement d'ici. Ça me va. Une seconde. Les B-52 en ce moment. En train de bombarder l'Iran? Nous écoutons l'audio. Il y a mute Kanievski. C'est déjà muté. Adrien, ne touche à rien. Je m'occupe de ton installation. Écoute, écoute, écoute la symphonie. Attention, les États-Unis et Israël n'atteignent pas leurs objectifs. D'accord, je réactive le micro de Kanievski. Kanievski, je te pose une question, Ariel. Kanievski, juif, histoire peur. Tes questions me font peur. Si ces vidéos que nous voyons étaient à Tel Aviv, Ashdod, Haïfa, Ashkelon, Jérusalem ou Eilat, qu'est-ce que le monde dirait en ce moment? Merci. Israël détruit, Israël en flammes, Tel Aviv. Beaucoup seraient aussi très contents. Bien sûr, ceux qui se réjouissent, Oui, seraient-ils euphoriques maintenant? non, mais je le dirais aussi, pas seulement le monde, nous les Israéliens le dirions aussi. Nous dirions qu'ils sont en train de nous infliger une raclée. Évidemment. Je veux dire, nous, tous les Israéliens, serions dans la rue avec une arme pour défendre notre pays.
parce qu'il y aurait une invasion de tous les côtés. Ce serait terrible, bien sûr. Tu ne verras pas ces vidéos, c'est-à-dire ces images que tu vois d'Iran ou du Liban, où il y a constamment des bombardements. Ces images, tu ne les vois pas en Israël et tu ne les verras pas. Non plus, tu en vois parfois de temps en temps d'un missile qui tombe, mais rien à voir avec ce que tu vois des bombardements israélo-américains. Rien à voir. Quelle folie, ça fait peur. Merci. Eh bien, moi, je crois que le moment que tout le monde attend est arrivé. Le naufrage du Bismarck. Non, évidemment, cela s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le naufrage du Yamato non plus. Cela s'est aussi passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains affirment qu'un navire n'a pas été coulé par une torpille depuis la Seconde Guerre mondiale, mais c'est faux. En fait, la Corée du Nord est soupçonnée d'avoir coulé un navire sud-coréen il y a quelques années avec une torpille. Mais il est vrai que depuis un certain temps, les États-Unis d'Amérique n'ont pas coulé de navire avec une torpille officiellement, officieusement. Il s'est passé quelque chose il y a relativement peu de temps sur les côtes espagnoles, au large de Carthagène, où un navire russe a coulé avec une sombre rumeur selon laquelle il transportait des composants pour un réacteur nucléaire. Je ne sais pas, je n'étais pas là, on le dit, on en parle. Je crois que les poissons vont bien. Nous n'avons pas reçu la visite de Godzilla. Sur les côtes espagnoles, aucune radioactivité n'a été détectée. Mais le navire a coulé. Il s'est passé quelque chose là-bas. Bon, cette semaine même, Et la situation commençait, c'était encore... Près de Malte, un autre navire en Méditerranée a été coulé. On dit qu'il était ukrainien. On a dit plutôt qu'on mangerait un shawarma demain. Et Isaac Daniel, qui nous regarde depuis Israël, nous a envoyé 30 shekels parce qu'il veut nous inviter au déjeuner de demain. Ne me dis pas oui. Oui, le voici en jaune. Sans blague, on va le mettre. Désolé, on est si concentré que je ne vois plus les super chats ces jours-ci. Ça m'arrive aussi, puis je veux tous les lire. Au final, je vous demande pardon. C'est mentalement impossible. Bon, on va le mettre ici rapidement avant de regarder la super vidéo du sous-marin qui devient un sous-marin permanent. On va voir ça maintenant. Voyons, Isaac. Où est mon ami Isaac d'Israël, qui est toujours là pour nous soutenir? Ça ne s'est pas affiché, tu vois. Ça ne s'affiche pas sur cet écran, mais je l'ai vu. Un grand merci à tous ceux qui laissent leur super chat. Vraiment, merci beaucoup. La famille, vous êtes des gens incroyables, merveilleux. Et vous faites partie de cette communauté, c'est votre communauté. En échange, je vous offrirai des abonnements. Comme nous allons regarder une vidéo épique, il faut offrir des abonnements. La vidéo est prête. Je vais l'ajuster pour que vous le voyez. Voilà, nous y sommes. Ça me rappelle quelque chose, je jouais à un jeu sur ordinateur, ça s'appelait Silent Hill. C'était un jeu de sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Le jeu était génial. Tu devais calculer le relèvement du navire, viser la torpille et commencer à tirer. Puis les navires d'escorte venaient te chercher et te lancer des charges de profondeur. Tu devais réduire la vitesse pour ne pas faire trop de bruit. Eh bien, une série de circonstances et d'histoires que Dieu seul connaît. Comment sera la guerre sous-marine maintenant, qui est totalement différente. Mais vous allez halluciner. Avant la vidéo, je veux offrir des abonnements car Ariel Kanievski est là. Nous allons offrir 5 abonnements à tous ces gens formidables de cette grande chaîne qui s'appelle Stratégie Militaire. Alors merci beaucoup d'être ici avec nous. Nous allons offrir ces abonnements. Famille, plus vous écrivez dans le chat en ce moment, plus vous avez de chances de gagner Estrategias. Tu t'es trompé. Silent Hill n'est pas le nom du jeu. Comment ça s'appelle? Silent Hill, c'est un autre jeu sans blague. Mec, oui, c'est vrai, c'est vrai. Hill, c'est un jeu de brouillard. Un jeu de brouillard, Oui, c'est vrai, un jeu de sous-marin. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. mais c'était un nom ressemblant à ça, non? Attends, c'est comme ça, non, attends. Oui, c'était quelque chose comme ça. Attends, je vais chercher. Je le cherche aussi. Moi aussi, je jouais. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir.
Non, 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 il faut chercher le jeu, mec. Mais c'était similaire, c'était similaire. Je les avais tous. En plus, celui du Pacifique, celui de l'Atlantique. Enfin, je les avais tous. C'était Silent? C'était Silent, quelque chose Silent. Silent Deep. Voilà. C'est Silent Deep. J'ai aussi été joueur de PlayStation. Toi aussi, tu as été gamer? Oui. Oui, oui, oui. Kaneski Gamer, bien sûr. Passons aux abonnements. En voilà 5. Pour commencer, hein? On en a encore. 5 abonnements. Famille Made in Strategias. Elles sont là. Bon, tout le monde est prêt. Je vais devoir te déplacer, Kaneski. Tu es au milieu. Tu es... Tu es au milieu, je m'en vais une seconde et je reviens. D'accord. Alors j'attends. Si tu vas y aller, j'attends. Je dois sortir le chien et aller aux toilettes. Attends une seconde. Attends d'abord. Alors attends. Attends. Ça y est, on y va. Famia. Au milieu de l'obscurité, dans les eaux du Sri Lanka. Le plus grand et le plus important navire de la flotte iranienne, l'Iris Dena, naviguait en pensant qu'il était à l'abri de ce qui se passait en Iran. À 900 mètres de distance, braqué sur le milieu de ce navire, se trouvait le périscope d'un sous-marin des États-Unis d'Amérique. Le capitaine donne l'ordre « Inonder le tube ». La trappe s'ouvre. Et voici ce qui se passe. Mon Dieu, eh bien. Pouf. Très dur. J'ai quelques questions après, hein? J'ai des questions à ce sujet. Oh là là. Incroyable, hein? Bien. C'est très fort. Laissez-moi expliquer une chose. Eh bien, la famille, merci pour l'histoire. J'adore ces choses-là. Qu'est-ce qu'on regarde ici? Nous voyons ici que la torpille a explosé juste sous le navire à l'arrière. États-Unis. Eh bien, c'est que dans la caméra thermique du périscope. Putain de merde. Je fige l'image. En fait, je vais zoomer. Ariel, vas-y, pose tes questions. Non, je veux savoir, parce que nous voyons tous le moment du tir. Il y a un dialogue avant, c'est-à-dire ils communiquent entre eux. Comment ça fonctionne en pratique, en guerre? Les Iraniens savaient-ils que le sous-marin était là? Non. Ils n'en avaient aucune idée. Non, tu ne viens pas l'enregistrer. Non, tu sais pourquoi. Regarde bien la caméra, tu vas voir ce qui va se passer maintenant. Une seconde. D'accord. Il y a un type qui bouge, je vais mettre le curseur pour que vous le voyez. C'est terrible. Ça. Ici dans cette zone, regardez ça, il y a un type qui marche là. Il y a un type qu'on voit marcher. C'est-à-dire, il y a un membre d'équipage qu'on voit marcher sur le pont. Regarde, le radar du navire, c'est la partie juste là où se trouve la croix en haut. Regarde bien ce qu'il fait, le radar s'envole. Ah ah. Ha 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 ha. C'est que celui-ci est colossal. Bon, je vais expliquer un peu ce que c'est, je veux dire quelque chose. Les États-Unis n'ont pas été complètement mauvais. J'ai reçu l'information que le Sri Lanka, la marine du Sri Lanka, a secouru 80 marins. Ici, il y a des navires, peut-être 80 corps, mais je doute qu'ils les aient récupérés. Je ne crois pas qu'il y en ait autant. S'ils disent qu'ils ont secouru 80 marins, je ne crois pas que tous les corps soient restés là.
Si ça a explosé, c'est-à-dire que l'équipage est de 80 personnes ce navire, 80 à 100. Ils disent ne pas savoir dans quelles conditions ils les ont secourus, mais ils n'ont pas été mauvais. Je vais vous expliquer pourquoi. Tu peux lui demander, bon, le MK, cette torpille qu'on lance là, comment ça fonctionne? Ça, c'est une torpille ancienne qui a évolué avec le temps. C'est une torpille qui a évolué avec le temps. Le MK46 qui embarque beaucoup de technologie et qui peut décider à quel endroit tu veux qu'il frappe. À l'avant, au centre ou à l'arrière. Normalement, l'arrière est l'endroit où il devrait y avoir le moins d'équipage, parce que c'est là que se trouve la salle des machines, donc il y aura le personnel des machines. Évidemment, il y en a qui sont sortis fondus au noir. Mais les États-Unis auraient pu lui causer de très gros dégâts à ce moment-là, le détruire complètement s'il l'avait jeté au milieu. Il l'a jeté à l'arrière, vous voyez que l'arrière du navire se soulève, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le navire s'envole. Avec un impact direct, elle aurait fait une perforation, la torpille, et elle le perce. Ici, ce qu'elle a fait, c'est le soulever de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'impact direct contre le navire. Elle passe en dessous et avec la fusée de proximité qu'elle possède, lorsqu'elle détecte qu'il y a une plaque métallique juste au-dessus ou une forte interférence métallique, comme c'est le cas du navire, la fusée s'active et elle explose. Ce qu'elle fait, c'est soulever le navire, c'est ce que vous allez voir maintenant. Là, vous voyez comment elle le soulève, il brise complètement le navire par l'arrière. Regardez comment toute la structure du navire se plie. Elle se plie complètement, le navire saute hors de l'eau. Vous le voyez sauter hors de l'eau? À ce moment-là, le navire est en train de voler dans les airs et quand il retombe, il se brise. C'est pourquoi la photo que nous avons vue où il coule par l'arrière, au fond de la mer, c'est précisément parce que c'est là qu'il se brise. Ils ont peut-être eu quelques secondes ou minutes pour évacuer le navire. J'imagine que ce navire devait être compartimenté, mais malgré cela, ce genre de dommage est fatal, inévitable. C'est-à-dire qu'il coule, c'est fini, il coule. Cela aurait été pire si ça avait explosé au centre. Personne n'aurait survécu. Je pense que quelqu'un a survécu. J'espère que c'est le cas, car mourir en mer est horrible. De plus, il existe des règles internationales que même les États-Unis doivent respecter. Je pense qu'ils auraient prévenu la marine du Sri Lanka, ils auraient dit « Eh, on va le couler, soyez attentifs, parce que le Dena va couler. » Dis-moi, quelle question avais-tu? Non, je crois que c'était ça. S'il savait, en étant là sur le navire, s'il savait qu'il y avait un sous-marin américain, Le navire, en théorie, s'il dispose d'un système de guerre sous-marine, il devrait avoir un gars. Avec un sonar à l'écoute, le gaz a peut-être entendu la torpille. S'ils ont le système de détection acoustique, parce que, bien sûr, ça fait du bruit, quel est le temps entre le lancement et l'impact d'une torpille? ça dépend d'où elle est lancée, tu peux lancer. Eh bien, en fait, la torpille était guidée par câble, c'est-à-dire qu'il y a un câble, et tu la guides avec un joystick, si tu veux, avec caméra et tout. C'est de la folie. Ce n'est pas comme ce jeu auquel on jouait, où il fallait tout calculer. Ici, tu as un joystick pour déplacer la torpille. S'il veut, il appuie, boum, la torpille explose. On peut faire comme ça, non? Ce n'est pas un film Star Wars, ni rien de tout ça, c'est la réalité. C'est la guerre d'aujourd'hui. Alors, ils le voient, ils reçoivent l'ordre. Le submersible, le sous-marin, est en profondeur, prêt à tirer une torpille, il lance et il le place juste en dessous. En fait, les États-Unis auraient déjà mémorisé le son du moteur du navire pour le détecter avec leur sonar sous-marin et identifier le navire recherché. S'il y a plusieurs navires, chinois ou russes, certains peuvent beaucoup se ressembler. Ils savent, grâce au son, grâce à la signature sonar, de quel navire il s'agit. Parce que chaque hélice de chaque bateau produit un son distinctif, à cause d'une particularité ou d'un type de moteur, ou pour 1000 raisons différentes. La partie la plus importante d'un sous-marin, c'est le sonar. L'opérateur sonar est l'un des éléments les plus importants de ce navire. Et puis aussi, s'ils ont un équipement anti-sous-marin, ils devraient avoir un sonar. Et je lui dirais, et
Une torpille approche, j'entends une hélice dans l'eau venir vers nous. Mais bien sûr, ça dépend. Je pense que ce navire devrait être un véritable vacarme. Il fonctionnerait sans être en mode silencieux pour que le sonar puisse bien fonctionner. Je pense qu'ils ne s'y attendent pas car je vois ici une personne. Marchant sur le pont, là, à cet endroit, on voit l'ombre d'une personne qui marche à travers la caméra thermique. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais ils lui ont mis un sacré coup. Comme tu le vois, ça te fait sortir de l'eau, ça te fait sortir de l'eau, il n'y a aucun moyen de survivre à ça. Ce serait compliqué. Il faudrait un navire américain très moderne pour pouvoir cloisonner. Et si tu touches la salle des machines, tu perds déjà le moteur. C'est-à-dire, tu n'as déjà plus de propulsion, il n'y a plus moyen de s'échapper, et en fait, il n'avait pas non plus moyen de s'échapper, même s'il avait eu de la propulsion. Je crois que j'ai vu la nouvelle selon laquelle ce que le Sri Lanka a récupéré, c'était des corps. Je ne sais pas. Il me semble, Je ne sais pas, c'est que si ça coule avec les corps. je te le dis déjà, attends, je me souviens d'où je l'ai vu. J'ai vu la nouvelle. 80 corps. 80, et oui, 88, 80. Mais bien sûr, il faudrait voir un peu ce qui s'est passé là. Hezbollah, il y a 1 minute. Naïm Kassem a parlé. Naïm Kassem. Oui, oui. Nous avons le futur mort. Et qui vont-ils mettre après Kassem? Il n'y a plus personne. Ils ne le mettent pas. Tu imagines qui c'est? Regarde la photo. Eh bien, Naïm Kassem, le chef remplaçant de Saifuddin, remplaçant de Nasrallah. Nous devons réaliser leur arbre généalogique. Eh bien, qu'a dit Naïm Kassem? Je ne l'ai pas lu, nous allons le lire ici en direct, voir ce qui a été dit. Rien, il a peur, il ne dit rien. Non, le chef du Hezbollah, Kassem, dit que le groupe est entré en guerre contre Israël après 15 mois d'attaque israélienne. L'assassinat du guide suprême iranien Khamenei. La patience a des limites. Les transgressions de l'ennemi israélien sont devenues excessives et Israël représente une menace existentielle pour nous, a déclaré Kassem. Vous avez remarqué qu'ils les poursuivent? Kassem? Lors d'un discours télévisé, Kassem a aussi critiqué le gouvernement libanais pour avoir condamné les tirs du Hezbollah sur Israël et tenté de désarmer le groupe. Il a qualifié cette décision de grave erreur, affirmant que le Hezbollah avait respecté les accords et privilégié la diplomatie durant 15 mois sans résultat. C'est pourquoi il y avait actuellement des lance-roquettes et des drones tirés contre Israël. C'est parce qu'ils ont respecté l'accord exigeant qu'ils restent au-delà du Litanie et soient désarmés. Comme ils l'ont respecté, c'est pour ça qu'ils ont des roquettes et des drones. Kassem a affirmé que le gouvernement libanais, au lieu de s'opposer à l'agression israélienne et américaine, s'était retourné contre la résistance et avait cédé aux exigences israéliennes. Peut-on envisager une guerre civile au Liban? Eh bien, en fait, regarde, je ne sais pas si tu as... Oui, voilà, c'est la photo. Regarde derrière, il y a le drapeau du Hezbollah et regarde ce qu'il y a à côté. Celle du Liban. Et le Hezbollah ne fait jamais ça. Quand il parle, il met le drapeau du Hezbollah, pas celui du Liban. Et c'est une tentative désespérée de montrer au Liban que la guerre est aussi la leur parce que le Liban s'en est déjà lavé les mains. Ils ont déjà dit nous non. Et en plus, le Liban, pour la première fois, arrête des gens du Hezbollah. Et il a interdit au Hezbollah de faire la guerre à Israël. Eh bien, regardez qui est inquiet. Macron. Il a discuté avec Netanyahou, lui demandant d'éviter une opération terrestre au Liban. Il craint pour ses stations-service. Sont-ils vraiment aussi ridicules? Vivent-ils dans un monde imaginaire? Qu'ils règlent le problème avec leurs femmes. Eh bien, nous avons une réponse de Peter, nous avons une réponse de Pedro Sanchez. Il le nie, il ne le nie pas. Écoute, ici, il y a une crise diplomatique, hein? Grave. Elle prend de plus en plus d'ampleur. Fais attention, hein? Fais attention. Silence un moment, Kanievski. Silence un moment, mon Dieu. Kanievski. Mood. Mon Dieu. Le premier ayatollah d'Espagne. On a des ennuis. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. C'est le bordel, mais du lourd.
Voyons comment va le feuilleton et le match d'aujourd'hui. Une seconde. C'est magnifique, hein? La famille, nous sommes en ce moment 36 000 personnes à regarder si Peter va se rendre ou pas. L'histoire a commencé ainsi. Kanetsky, tu peux revenir une seconde. Test, 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 test. Oui, oui, nous t'entendons. Voici la porte-parole de la Maison-Blanche, la White House. D'accord, la White Girl. D'abord, retour en Espagne. Je pense qu'ils ont entendu le message du président hier. On dirait que oui, ils se rendaient bien. 9h28. En Israël, terre sainte, terre bénie, terre des Juifs. Il dit, ici, Espagne. Dément l'affirmation de la Maison-Blanche sur sa coopération avec l'armée américaine. Nous avons un match, il y a un match. La Maison-Blanche s'en est prise à Bad Bunny, maintenant elle vise Pedro Sanchez. Bad Bunny, peut-être pense-t-il, enfin, ils vont me laisser tranquille. Et Les voilà. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je dis toujours, bah, ça ne change rien. Les stratégies, ça ne change rien. Ça revient au même. Les États-Unis ont-ils besoin d'utiliser les bases pour leurs avions et l'Espagne? Pour l'instant, cela n'a pas été nécessaire. Ça n'a pas été nécessaire, peu importe, c'est pareil, on dit toujours la même chose. Toute notre affection va aux Espagnols, toute notre affection va à l'Espagne, mais pas au gouvernement espagnol, ce n'est pas la même chose. Mais malgré toutes les déclarations faites par tous les gouvernements d'Espagne, avec peut-être une petite exception, surtout ce qui se passe au Moyen-Orient, en Israël, à Gaza, l'Espagne n'a ni voix ni vote et elle n'a jamais eu son mot à dire dans tout ce qui concerne le Moyen-Orient. Jamais. Qu'importe ce qu'ils disent, qu'importe ce qu'ils pensent, qu'importe ce qu'ils demandent, peu importe, c'est pareil, c'est sans importance. Bien sûr. Je ne sais pas quoi dire. Famille, je reste sous le choc. Ici, il y a 36 000 personnes en train de regarder. Si on regarde les archives sur Pedro Sanchez n'est pas très connu pour dire la vérité. Donc, je vais croire la Maison-Blanche, mais de toute façon, ensuite Strong va sortir pour clarifier les choses. Comme nous connaissons Donald Trump, nous savons quelle est sa personnalité, nous savons qu'il adore le spectacle. Que plus tard, Il se passe quelque chose comme ça, une crise diplomatique comme ça, où l'un dit une chose et l'autre en dit une autre. Ce que dit l'un est complètement différent de ce que dit l'autre. C'est une différence de 180 degrés. Tu te dis, les deux versions ne peuvent pas être vraies, n'est-ce pas? Parce que si l'un dit la vérité, l'autre ment, et si l'un dit la vérité, l'autre ment. Ce que j'ai tendance à croire, c'est qu'en général, dans chaque version, il y a un peu de vérité et un peu de mensonge. Il faut vraiment voir ce qui s'est passé. Il faut voir sur quoi Pedro Sanchez a cédé, sur quoi il n'a pas cédé, tu comprends? Il a cédé. Je ne pense pas que ce soit exactement comme l'a dit la Maison-Blanche, ni exactement comme Pedro Sanchez l'a démenti. Je ne crois pas. Il faut vraiment voir dans un moment, nous le saurons dans le prochain épisode du feuilleton. en parlant de chapitres de feuilleton, nous arrivons presque aux dernières nouvelles. Des estimations prévoient que l'Iran manquera de missiles dans les prochains jours. Adieu, très bien. Oui, oui, nous l'avons dit avant, je l'ai dit avant, oui, oui. Il lui reste peu de temps. Et à partir de là, il va commencer à utiliser le Hezbollah et ensuite il va passer en mode suicide. Eh bien, Tsahal dit ici. Tsahal ne dispose pas d'informations indiquant une coordination entre les tirs du Hezbollah et de l'Iran. C'est vrai, il y a eu des tirs en même temps, plus ou moins, on pourrait dire simultanément depuis l'Iran et le Liban. Je n'ai aucune information indiquant une coordination, répond le porte-parole lors d'une conférence de presse. Oui, je l'ai aussi vu ici, selon le porte-parole de l'armée. Je comprends qu'il n'y ait pas d'informations, mais ce n'est pas la première fois. C'est arrivé 3 fois. Bien sûr, la même chose s'est produite 3 fois. Voyons, ils doivent dire ce qu'ils ont à dire et c'est tout. J'aimerais vous montrer quelque chose. Et avant que tu partes, ferme de missiles,
L'Iran utilise maintenant ce dont je parlais depuis un certain temps, à savoir les fermes de missiles. Ce sont des missiles enterrés dans le sol. Et en plus, je vais mettre ici une photo pour que les gens voient que ce soit pragmatique. Voici la photo de Pedro Sanchez. Ce sont des conteneurs enterrés sous le sable, d'où sont lancés les missiles, qui sont hors de portée de la vision des radars. De plus, il y a une installation qui est celle-ci. Celle où il y a des silos qui lancent des missiles directement les uns après les autres, les uns après les autres. Je suppose que cette installation, vu où elle se trouve, voyons où elle est près de Boucher. J'aimerais faire une petite vérification technique. Tu es ici avec nous, Ariel Kanievski, si cela a déjà été attaqué ou non. Pour cela, nous allons aller voir. Le radar de la NASA ici, nous avons même une connexion avec la NASA Kanievski. Nous sommes ici, toujours connectés avec les nouveaux mondes. La NASA est connectée avec nous. Je ne sais pas, parfois c'est une coopération mutuelle. Ou l'inverse? Nous coopérons, ils coopèrent, tout le monde est content. Bien, voyons la zone de Boucher. Boucher. Où est Boucher? Je cherche par ici une seconde. Nous cherchons par ici Boucher. Bien. Allons chercher Boucher. Hüldecarg, bien, voyons voir. C'est un peu compliqué. Ariel, cette histoire de carte. Bon, Boucher, tu sais déjà qu'il y a là-bas des réacteurs nucléaires. Certains sont en construction et tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas de feu là-bas. Mais allons vers les montagnes de Boucher. Boucher. Ici, il y a eu un tir assez important dans cette zone. Il y a aussi eu de l'action là-bas. Mais pour l'instant, bon, on va voir ici. Il y a aussi eu de l'action, sans doute à cause de l'usine pétrochimique. En regardant où se trouve le silo, on va le remettre. Qui est ici, il y a une ville juste là, un peu plus bas que Boucher, qui est par ici. La ville est là. Le silo ou ces silos, si on regarde la ville, ils sortent de la ville juste dans cette zone, d'ici, par là. Ils n'ont pas encore bombardé. Vont-ils les bombarder? Là-bas, il y a les bunkers, donc probablement oui. Ou alors, pour l'instant, le radar n'est pas encore passé par là et ne les a pas détruits. Mais regarde comme ces gens sont malveillants, comme ils sont mauvais, Ariel, ces gens-là. La méchanceté qu'ils ont de construire ce genre d'installation, tout l'argent qu'ils dépensent dans ce genre d'installation, au lieu de construire de vraies écoles pour les filles en Iran, des hôpitaux et de purifier l'eau pour qu'elle soit potable. C'est vraiment incroyable, c'est terrible et hallucinant, et ça fait peur. Eh bien, Ariel, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Que les gens bénissent. Frère des Stratégias, écoute, j'ai une émission bientôt, quoi. Non, c'est programmé. C'est programmé pour 10 heures. Dans 25 minutes, le major Ronnie Kaplan arrive. Que tu as Kaplan. Évidemment, nous avons Kaplan, ce n'est pas moi seul, c'est nous. Nous avons Kaplan. Je ne vais pas manquer ça. Bien sûr, tu viens ici et on discute un peu avec Kaplan pour qu'il nous réponde en personne. Qui est ce Kaplan? Pour ceux qui l'ignorent, le major Ronnie Kaplan est le porte-parole de l'Tzahal en espagnol. Et c'est lui qui va nous répondre directement à toutes les questions que nous allons lui poser. Sur l'évolution de la guerre, quels sont les objectifs de la guerre, combien de temps va durer la guerre, toutes ces choses que nous aimons analyser tout le temps. Cette fois, nous allons poser ces questions au porte-parole officiel des FDI, le major Ronnie Kaplan. Alors tu viens, n'est-ce pas? Tu viens, tu passes? J'essaie de le faire. J'essaie. Ça veut dire que oui. Allez, on y va. La famille, salut à tous. Rendez-vous dans la prochaine émission sur stratégie militaire. Yallah, que Dieu te bénisse. Salut.